C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. Il n'est pas tout seul aujourd'hui, ils sont deux à être épatants, c'est Stéphane Edelson et son invité Jean-Marie Nizan. Bonjour à vous deux. Voilà, je suis venu avec Jean-Marie Nizan et tout de suite on va faire péter un peu le générique quand même. Jean-Marie Nizan, voilà. Alors aujourd'hui on est tous emmitouflés. Je peux vous dire que Xavier Dupont de Ligonnès, il a été faire ses courses sans se faire remarquer. Donc mon invité c'est Jean-Marie Nizan, et tel un ours sorti trop tôt d'hibernation, il est quand même venu nous voir et ça c'est plutôt sympathique. Et on va parler émancipation des femmes. Alors c'est pas le moment de jouer le misogyne cynique, hein. Nous allons parler, cher Jason, avec mon invité, donc Jean-Marie, de l'émancipation des femmes à une période donnée, à un moment donné, c'est l'après-première guerre mondiale, et dans le monde des arts et un peu aussi des lettres. Alors de vous aider collège, Jason, vous savez que les femmes pendant la première guerre mondiale remplacent les hommes partis acheter des allumettes à Verdun, entrent dans les usines, se coupent les cheveux, gagnent mal mais gagnent quand même leur vie, et quand vient l'armistice, nombre sont veuves et toutes veulent s'amuser et se défaire du carcan d'une société faite pour faire mal et pour les mâles aussi, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle donc les années folles, pardon, je m'étais un peu endormi, folles pour les mœurs, et là le mot folle prend tout son sens, folle car les femmes vont véritablement dans le monde de l'art faire et être des révolutionnaires. Elles inventent un regard jusqu'alors inconnu depuis toujours, depuis même la création de la femme, celui justement de la femme, ce regard qu'on ne connaissait pas encore. Et pour nous en causer, j'ai donc fait appel à un homme, Jean-Marie Nizan, aujourd'hui avec sa casquette de producteur de Bill Productions, et qui vient nous présenter le travail de Anne-Solène Douguet, réalisatrice de Un regard à soi, ce soir sur France Télévisions 5, France 5, à 22h50, 11h-10 si vous voulez, un documentaire de 52 minutes et en rediff sur toutes les bonnes plateformes après, évidemment. C'est pas ça ? D'accord, vous n'avez rien à dire sur votre... Rapprochez-vous du micro, Jean-Marie, ne soyez pas timide. Alors, je représente Anne-Solène parce que c'est quand même un film de femmes sur les femmes. Donc je suis quasiment un des seuls hommes de l'équipe sur ce projet-là, bien évidemment. Voilà, donc je viens porter ce film puisqu'elle est occupée à d'autres tâches aujourd'hui. Elle s'occupe des enfants, de son mari, des choses comme ça. Enfin, des tâches de femme, quoi. Non, mais blague à part, donc c'est un film un peu... ça présente quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que toutes ces ricaines, ces Américains et ces Américaines, qui viennent en France, parce qu'il y a une liberté de ton, d'expression et une liberté des mœurs après la guerre qui n'existe pas. On pense tous que les Américaines sont en train de danser le Charleston et font la fête, mais point du tout. Non. Les États-Unis restent un pays conservateur, et en France, c'est là que ça se passe, en fait, à cette époque-là. Donc, c'est pas que les Américaines, c'est aussi les Sud-Américaines, c'est aussi des Russes. Enfin, il y a toute une immigration russe qui arrive à cause de la Révolution. Oui, mais il y a même des Ukrainiennes. Des Ukrainiennes, bien sûr, et des révolutionnaires qui viennent en France un temps, etc. Donc, en fait, Paris est the place to be à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, artistiquement parlant, c'est là que ça se passe. Les avant-gardes fourmillent. Il y a une liberté de ton, une liberté sexuelle qui est en train de s'inventer, effectivement, et puis une liberté de représentation. Et donc, toutes ces femmes qui accompagnaient avant les artistes masculins s'émancipent. Oui, parce qu'on avait déjà quelques femmes. On a la sœur Amanet. Mais c'est vrai. On a quelques femmes qui sont toujours montrées comme quoi la femme au XIXe siècle peint un petit peu, fait des trucs. Oui, il y a George Sand, ne vous plaignez pas, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais là, non, c'est vraiment femmes qui sont d'abord, elles ont pas un chaperon à côté d'elles. Non. Elles sont totalement libres. Oui. Elles se font pas emmerder par les hommes et elles peuvent imposer, on va dire, leur point de vue comme un rédacteur en chef dans sa rédaction. Oui, tout à fait. Et elles s'organisent aussi, ce qui est assez nouveau en fait. Il y a des clubs de femmes qui s'organisent, elles se retrouvent, elles discutent entre elles commencent à théoriser ce qui est ce qui deviendra le regard féminin, le female gaze dont on parle depuis quelques années. Ouais, donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer à cette époque-là et qui est quand même assez singulier. Et alors elles sont dans tous les arts? Elles sont dans tous les arts, oui. Dans la littérature, elles sont dans la photo, dans le cinéma. Alors dans le cinéma, c'est
parfois un peu plus compliquées. Elles sont souvent chaperonnées par Quand même. le système, mais certaines s'émancipent quand même, comme Musidora ou Germaine Dulac, etc. Mais voilà, elles sont là en photographie, en peinture, en dessin, en sculpture. Chana Orloff. Mais pour revenir au cinéma, vous voulez dire, en fait, elles co-signent, c'est ça, hein, du coup. On leur impose un co-réalisateur. On leur impose. Le système leur impose. La littérature aussi. On se souvient que finalement Colette n'a pas réussi à décoller toute seule et que s'il n'y avait pas eu Willy. Oui, tout à fait. Alors ou Anaïs Nin qui revendique en permanence son style, son écriture féminine. Donc effectivement, voilà. Stéphane, on a votre son numéro 2. C'est vrai, et on votre a le son générique de numéro 2 fin. finalement. Voilà. Mazel tov, comme on dit en ukrainien, du moins dans les Ukrainiens qui n'y sont plus. Alors on va mettre un peu de musique. I'm Alabama bound. There'll be no heebie-jeebies hanging round. Just gave the meanest ticket man on earth all I'm worth. To put my tootsies in an upper berth. Just hear that choo-choo sound. Woo-hoo! I know that soon we're gonna cover ground. And then I'll holler 'cause the world will know. Here I go. I'm Alabama bound. Whoa. I'm Alabama bound. That was wonderful. That was wonderful. Well, I've thanks. that's like a dream. It's awesome. Et à la voix Jeff Daniel dans un film de Woody Allen très féministe, La Rose pourpre du Caire. Alors on retrouve Jean-Marie Nizan. Alors c'est qui toutes ces femmes des années 20 ? Alors, il y a des peintres comme Suzanne Valadon, Sophie Taeuber, Sonia Delaunay, Tamara de Lempicka. Par exemple, Sonia Delaunay ou Tamara de Lempicka, elles inventent des styles qui leur sont propres. C'est-à-dire qu'on connaît Delaunay, Robert, Ouais. mais Sonia, c'est un truc avec les couleurs, et elle explique qu'elle ne mélange pas les couleurs, parce qu'elle ne mélange pas un peu les genres, quoi. Oui. Donc, elle fabrique sa propre œuvre singulière. Tamara de Lempicka, elle se concentre sur... Enfin, elle peint des femmes et représente des femmes. Donc, elles ont chacune leur style et elles occupent un terrain qui est un terrain artistique hyper diversifié, en fait. Alors, Tamara de Lempicka, elle peint beaucoup Suzy, comment elle s'appelle Solidor. Hein, qui est une Ouais. chanteuse, Ouais. qui est une amuseuse publique, mais qui revendique sa féminité, son indépendance. Oui, et son homosexualité, qui est une artiste un peu particulière, qui a fait peindre 200 portraits d'elle. Donc elle était entourée de ses propres portraits. Et donc Ouais, ça tombe bien parce que Lempicka aussi adore se peindre, donc Oui. donc elles ont quand même des égos bien affirmés. Oui, bien sûr, ça Et passe par là. Ouais. Solidor, elle n'hésitera pas à aller voir la commandante Tour en 40 pour rouvrir tous les cabarets dans lesquels elle se produit et elle chante. Hein, ça, faut le rappeler. Donc parfois elles ont des comportements de mecs au niveau des égos, mais elles ont surtout un regard sur le monde. Et il y a un truc qui est important, c'est le studio. C'est-à-dire qu'elles ont des lieux à elles. Elles ont une indépendance financière qui est un peu compliquée. Elles restent quand même souvent des modèles, on sait le sort des modèles. Mais elles ont une indépendance financière et elles ont aussi un truc qui est le studio, un endroit à soi. Et à partir de 1929, on connaît la chambre à soi de Virginia Woolf, qui est une sorte de bréviaire du féminisme. Non oui, puis voilà. Le fait d'accéder à l'atelier ou au studio, effectivement, leur donne une indépendance, une liberté d'expression, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'atelier ou du studio, elles font ce qu'elles veulent. Donc il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui se met en place. Ouais, et puis elles affirment leur sexualité, qui est une sexualité hétérogène, qui est ce qu'elles veulent, quoi. Ouais. Elles sont pas obligées d'avoir des looks de camionneuses pour affirmer leur homosexualité. Non. Elles restent quand même des artistes dans le monde des artistes. Ça sort pas beaucoup des artistes. C'est pas si fou que ça non plus. Non, ça touche pas les. C'est-à-dire qu'à Périgueux, la coupe garçon, ça n'existe pas à l'époque. Peut-être que si, mais moins, en tout cas, ça s'affiche Vous moins. connaissez les années 20 à Périgueux. C'est d'une prétention ce matin. Pour être tout à fait honnête, je connais même pas les années 20 à Paris, donc puisque je n'y étais pas. Mais non, effectivement, on peut imaginer que c'est quand même à Paris que ça se passe, c'est-à-dire que le marché ou le milieu de l'art est parisien. Donc oui, c'est des mouvements,
parisien, intellectuel. Mais cette liberté-là, elle est quand même... elle n'est pas que féminine. C'est-à-dire qu'il y a, à la fin de la Première Guerre mondiale, et, entre les années 20 et les années 40, il y a une forme de liberté qui concerne tout le monde. Les femmes s'engouffrent là-dedans, et elles prennent cette liberté à bras-le-corps et imaginent Alors, conceptualise quelque chose qui est nouveau. Alors, en fait. le film de Anne Solène oui. Est extrêmement riche. C'est vraiment complet. Vraiment, je pense que vous auriez dû faire 2 chapitres au moins. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais je sais pas, il faut en parler à El Kabbach. C'est toujours El Kabbach qui dirige France Télévisions. Non, ça doit être Ernotte. Alors, Ernotte, si tu m'entends, voilà. Alors, un deuxième tome aurait été pas mal parce que parfois, c'est très condensé. On sent que le texte est riche, mais ça y va sur le débit. Et on est submergé par une foultitude d'informations, de noms qui arrivent, de peinture à droite, de sons à gauche, de films, de photos. Il y a énormément de travail dans la photo. Et la photo, c'est typique de cette émancipation féminine parce qu'elles prennent le pouvoir dans la photo parce que personne ne pense que ça a un avenir. C'est un peu comme le cinéma. On se dit que mais le cinéma, ça coûte cher à fabriquer. Alors que la photo, il suffit d'avoir un bout de studio et de savoir développer soi-même et on peut arriver à faire des mélanges, des choses. Il y a je ne sais même plus qui est cette photographe qui fait des photos un peu mathématiques, un peu... C'est Germaine Kroll. C'est Germaine Kroll, voilà. Je suis désolé, j'ai vu le film que 3 fois pour me souvenir de tous ces noms. Non, mais c'est vrai que le film est dense, il fourmille d'images, mais on n'est jamais perdu, en fait, parce qu'en fait, la thèse qu'il défend, elle dépasse les personnages, elle dépasse les œuvres, c'est effectivement cette création d'un regard. Et donc, au fond, toutes ces artistes et toutes ces œuvres qui sont représentées racontent une histoire qui est celle de l'invention de ce regard féminin du female gaze. Donc effectivement, l'ambition d'Anne Solène était de rendre un hommage à toutes ces femmes, mais en racontant une histoire que l'on suit facilement. Et puis c'est une histoire qu'on suit facilement, et c'est une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Absolument. Et c'est incroyable, ça a vraiment une fin, et c'est ce qu'on se disait hier en parlant entre nous, c'est qu'il n'y a jamais eu de tel mouvement depuis. Il y a eu des mouvements de libération de la femme, le féminisme des années 70, l'émancipation d'aujourd'hui, les façons de contester le mâle alpha blanc par des collages, toutes sortes de choses qui sont plus politiques que artistiques. Ce mouvement artistique a une fin. Alors on dit que c'est la crise économique de 29. C'est peut-être l'arrivée aussi quand même de régimes totalitaires dans quasiment toute l'Europe et une régression, un retour de la réaction. Oui, c'est-à-dire que Leni Riefenstahl, c'est pas ce qui est le plus expansif comme pouvoir du féminisme. Non, c'est pas ça qu'elle met en avant en tout cas. Non, c'est toujours le triomphe de la volonté quand même. Oui. Et donc il y a une fin et on ne retrouvera plus jamais ça. Et surtout, ce que me faisait remarquer, c'est que ces femmes, elles sont connues, elles ont des noms, Jason, on voit ça, Charlotte Perriand, Marie Laurencin, voilà, elles sont quand même un peu connues dans notre monde d'hommes, mais elles ne sont pas référencées. Non. Voilà, elles ne sont pas dans les catalogues, elles sont un peu dans les musées. Mais juste, moi, j'ai fait des études d'art, et dans les années 80, elles sont revenues à la mode, si je puis dire. Oui, mais Sonia Delaunay, elle est revenue à l'occasion de Sonia Picard, et Robert Delaunay au Palais d'Art Moderne en 85. Et ensuite, l'histoire les a à nouveau oubliées. Et aujourd'hui, elles réapparaissent à nouveau. Mais heureusement que vous êtes là, Jean-Marie Nizan. Et sur donc ce soir, 22h50, sur France 5, on remercie Jean-Marie Nizan, Anne Solène évidemment, Bill Productions, et on fait péter le générique de fin qu'on a cette fois-ci. C'était l'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.